Dans cette vidéo, nous allons donner des explications et corrections du concours d'accès à la troisième année d'études pharmaceutiques et nous allons focaliser sur l'épreuve ici de biologie cellulaire en particulier et qui a fait l'objet donc du concours de pharmacie de 2023, arabe plus précisément. Et il s'agit de questions qui sont devant nous. Bien sûr, le détail, vous pouvez le retrouver avec les corrections sur le site daquin.com. Euh, Question numéro 1, il dit veuillez cocher là où les propositions justes. Les champignons euh, font partie des prokaryotes. Je ne pense pas que c'est une proposition qui est valable. Les champignons, vous le savez, ce sont donc des organismes qui sont pluricellulaires, dans les exemples ici qu'on a donnés à droite, comme les ammonites par exemple, et ils ne font pas partie donc des prokaryotes, ce sont des eucaryotes. Les végétaux font partie des eucaryotes, oui, c'est des eucaryotes avec un noyau délimité par une membrane, etc., etc. Les levures, les levures, la levure est unicellulaire. La levure, certes, oui, elle est unicellulaire. Les cellules eucaryotes possèdent un métabolisme anaérobie, là où il n'y a pas d'oxygène, c'est faux. Les eucaryotes, cellules eucaryotes, c'est un peu évolution ici, et il s'agit toujours de la respiration. Donc, c'est aérobie, pas anaérobie en quelque sorte. Donc, s'il faut retenir des réponses pour cette première question, question 21, il faut retenir la proposition qui est B et il faut retenir la proposition qui est C. La levure est unicellulaire, les végétaux font partie des eucaryotes. Passons maintenant à la question 22 qui parle des plasmides. Les plasmides, vous savez, au niveau des bactéries, c'est un ADN qui est circulaire, qui est à l'intérieur donc des bactéries et ma foi, il existe aussi à côté de lui un autre ADN sous forme de chromosome bactérien, comme il est mentionné ici, mais il y a aussi un plasmide qui y est toujours dans la bactérie. Ici, c'est l'exemple d'Agrobacterium tumefaciens qu'on utilise dans les transformations génétiques, vous savez, n'est-ce pas? Alors, ces plasmides, ils sont utilisés par les bactéries pour infecter des cellules, par exemple, pour introduire un morceau d'ADN, de leur ADN, et pour donc pousser la cellule à leur fabriquer des nutriments, par exemple. Donc, les questions qui se rapportent aux plasmides, ils disent que A, C correspondent à la molécule d'ADN, les plasmides initiales de la bactérie. Ce n'est pas la molécule initiale de la bactérie. La molécule initiale, je suppose, c'est de l'ADN chromosomique. Ce n'est pas ça. Donc, ces plasmides B apportent un caractère sélectif à la bactérie. Exactement, oui, parce que ces plasmides, ils peuvent porter des gènes qui codent pour une résistance, par exemple, à des, je sais pas, des herbicides ou des antibiotiques ou des choses comme ça. Donc, il y a apport d'un caractère sélectif à la bactérie. Et puis, ils sont responsables de la résistance aux antibiotiques. Oui, oui, ils sont responsables de la résistance aux antibiotiques. C'est pour cela qu'on les utilise dans les transformations génétiques, le génie génétique, la transgénèse, etc., etc. Puis, proposition D, ils disent sont transmis seulement d'une cellule mère à une cellule fille. Alors ça, il faut bien réfléchir à ça. D'une cellule à l'autre, d'une bactérie à l'autre, il y a la conjugaison et les plasmides, ils peuvent passer certes, mais attention, il faut faire attention aussi au fait que ces plasmides, ils peuvent aussi traverser ou être transférés des bactéries vers d'autres espèces. C'est ce qu'on appelle un tout petit peu le transfert horizontal. Et lorsqu'on parle des transgènes, on parle surtout dans ce volet de flux génique ou de pollution génique, parce qu'il y a ce transfert horizontal qui contamine un peu ces transgènes,
les autres espèces qui sont avec les bactéries qui sont préalablement transformées en quelque sorte. Donc alors, s'il faut retenir des réponses pour la question 22, il faut retenir la proposition B, les plasmides apportent un caractère sélectif à la bactérie, et aussi avec, il faut aussi retenir la proposition C, ils sont responsables de la résistance aux antibiotiques. Passons maintenant à la question 23. Une cellule prokaryote contient un nucléoïde, cellules prokaryotes. Par exemple, pour les bactéries, un nucléoïde, c'est un peu l'équivalent du noyau chez les eucaryotes. Chez les eucaryotes, oui, oui, ils contiennent ils contiennent aussi des ribosomes. Ils contiennent des ribosomes des prokaryotes. Ils contiennent peut-être aussi d'autres inclusions, mais pas l'appareil de Golgi, pas le ribosome, pas le réticulum endoplasmique comme il l'est dans les eucaryotes, non, mais c'est surtout des ribosomes qui sont là avec un nucléoïde. Donc, c'est à retenir la proposition A, à mon sens. Ils contiennent B, les cellules prokaryotes contiennent un noyau, des ribosomes, des plasmides, un noyau non, il ne contient pas de noyau, euh, ribosome oui, des plasmides oui, mais pas de noyau, un vrai noyau non, pas du tout. La proposition C, un système endomembranaire, une molécule d'ADN, des plasmides. Il n'y a pas de système endomembranaire au niveau des prokaryotes. Il n'y a pas, si vous voulez, cette membrane qui part du noyau, qui y est en continuité avec le réticulum endoplasmique, l'appareil de Golgi et les autres organismes, si vous voulez. Ça n'existe pas au niveau donc, des cellules prokaryotes. Donc, c'est à ne pas retenir. Ils contiennent aussi proposition d'un cytosquelette, une mitochondrie et un peroxysome. Non, non, pas du tout. Le cytosquelette, vous savez, c'est tout ce qui concerne les microtubules, les lactines et les autres microfilaments, en quelque sorte. Ça, c'est pour les prokaryotes. Donc, s'il faut retenir une proposition pour la question 23, il faut retenir la proposition à un nucléoïde, des ribosomes, des inclusions. Passons maintenant à la question numéro 24. La question numéro 24, il parle des virus. Les virus, vous savez, les virus, c'est comme l'exemple ici du VIH, le virus de l'immunodéficience acquise, le sida, si vous voulez. C'est quelque chose qui est entouré par sorte de membrane ici, nous allons en parler, euh, et il est aussi constitué d'un matériel génétique, de l'ARN ici. Hein, vous avez, vous avez aussi la capside, vous avez des annotations qui sont ici, nucléocapside, la nucléocapside en quelque sorte, et vous avez aussi d'autres, si vous voulez, molécules protéines glycoprotéines qui sont sur la surface. Nous allons pas vraiment rentrer dans le détail, voir le cours sur les virus. Les virus, ils perturbent euh, l'information génétique des cellules qu'ils infectent, oui, évidemment, parce que lorsqu'ils infectent une cellule, ils vont changer le matériel génétique de la cellule parce qu'ils intègrent leur matériel génétique ADN ou ARN à l'intérieur de la cellule, parfois même dans l'ADN de la cellule hôte, et ils vont pouvoir perturber donc l'information génétique, c'est à retenir. Ils peuvent vivre dans n'importe quel environnement de la nature, je ne le pense pas. Les virus, sont des entités qu'on peut même qualifier qui ne sont pas vivantes, et leur vie, il dépend de l'existence de cellules, parce que les cellules hôtes, il infecte des cellules, et c'est comme ça comme il continue à vivre, toujours en infectant une cellule vivante. Ils peuvent posséder un patrimoine génétique, peuvent posséder un patrimoine génétique euh, fait génétique fait d'ARN, oui, oui, ah oui, d'ARN, c'est les rétrovirus. L'exemple que vous avez ici, c'est le VIH. Ils sont appelés virus à envelopper quand la nucléocapside constitue le virus. La nucléocapside, elle est là,
Mais les virus enveloppés, ce sont des virus qui ont pris une partie vraiment de la membrane plasmique de l'hôte et qui sont encapsulés avec, si vous voulez, les phospholipides, toutes les constitutions de la membrane plasmique de l'hôte. Et ce sont des cellules qui sont donc difficiles ou faciles peut-être à enlever avec de l'alcool et tout ça, qui solubilisent plus ou moins partie lipidique. Donc, s'il faut retenir une réponse pour la question 24, il faut retenir le A. Les virus perturbent l'information génétique. Il faut retenir aussi la partie C. Peuvent posséder un patrimoine génétique fait d'ARN. Passons à la question 25 maintenant au niveau de la membrane plasmique. La membrane plasmique. Il y a la proposition A, les phospholipides possèdent des queues hydrophobes. Oui, les phospholipides, ils possèdent, vous vous rappelez de la structure des phospholipides avec vraiment une tête hydrophobe constituée d'un alcool aminé, avec vraiment aussi le phosphate, le phosphore, le phosphate en quelque sorte, et puis il y a les acides gras aussi qui constituent le phospholipide. Donc, vous vous rappelez, les phospholipides possèdent des queues hydrophobes. Oui, bien sûr. Question 25, hydrophobe, ça veut dire qu'il n'est pas de l'eau, c'est des lipides, tout simplement, les acides gras surtout, des phospholipides. Et puis, on parle aussi toujours au niveau de la membrane plasmique. La diffusion facilitée est caractérisée par l'absence de spécificité. Diffusion facilitée, il y a toujours des protéines ici à l'intérieur de la membrane qui permettent ce passage facilité, mais c'est pas absence de spécificité, il y a une spécificité commune. Et puis, euh, c'est les glycérophospholipides assurent la fluidité membranaire. Les glycérophospholipides. Les phospholipides, ils contiennent des acides gras. Les acides gras, ils peuvent être saturés, sans aucune double liaison, ou insaturés avec quelques double liaisons. Et ces double liaisons, ils donnent des coudes. Des coudes, vous savez, des coudes qui vont permettre une fluidité. Parce qu'ils vont pousser un tout petit peu les acides gras collés l'un de l'autre et ils vont permettre une fluidité membranaire. On note la présence de plus de protéines que de lipides. Plus de protéines que de lipides dans la membrane plasmique. Je ne le pense pas. Peut-être il faut penser que c'est moitié-moitié. Et donc, s'il faut retenir des propositions dans la question numéro 25, il faut retenir la proposition A. Il faut retenir aussi la proposition C. Les phospholipides possèdent des queues hydrophobes. Les glycérophospholipides assurent l'affinité membranaire grâce à leur acide gras, évidemment. La question 26, les protéines sont concernées par les mouvements suivants. Par les mouvements suivants, euh, les protéines, on parle des protéines. Vous savez, les protéines, c'est des rotations, diffusion latérale, flip-flop, mouvement de bascule. Pour les protéines. Pour les protéines, il y a certes peut-être des rotations, il y a des diffusions latérales aussi, rotation et diffusion latérale, mais il n'y a pas de flip-flop, ça veut dire des mouvements couche vers l'autre, des mouvements de bascule aussi, bascule, vous savez, ça c'est l'affaire, c'est des lipides, surtout des lipides, mais les protéines, c'est quelque chose qui concerne la proposition A et la proposition B. Donc s'il faut choisir une réponse, soit le A, il faut que ça soit le B. Question numéro 27. Au niveau du noyau, le chromatine correspond à la chromatine active sur le plan transcriptionnel. La chromatine active. N'oubliez pas qu'il y a une chromatine qui est inactive aussi. Donc, le chromatine ne correspond pas à la totalité de la chromatine active, mais il y a de la chromatine qui est inactive. Donc, c'est pas à retenir la proposition A. Le trafic moléculaire à travers le pore nucléaire non sélectif, elle est sélectif, le pore nucléaire ici, si vous voulez, mais il permet le passage de certaines molécules, pas d'autres. C'est quelque chose qui est sélectif. L'enveloppe nucléaire disparaît au début de chaque mitose à la
multiplication, la division cellulaire. Ça doit être une information juste cette fois-ci. Les constituants d'un nucléosome sont les suivants. Alors, une molécule d'ADN, certes, oui, mais il y a des protéines, les histones avec. Vous savez, un nucléosome, c'est généralement un octamère, ça veut dire constitué de 8 histones, 8. Euh, Ici, il y en a 2 H2A, 2 H2B, 2 H3, 2 H4, ça fait 2, 2, 2, 2, ça fait 8. Mais le 1H1, c'est pas quelque chose qui est considéré faisant partie du nucléosome, c'est quelque chose qui fait un lien entre les nucléosomes. Donc, à mon avis, c'est pas la peine de retenir la D. Il faut donc, pour la question 27, il faut opter pour la proposition C, l'enveloppe nucléaire disparaît au début de chaque mitose. Passons maintenant à la question 28 à propos du nucléole. Le nucléole. La taille du nucléole varie selon la différenciation cellulaire. Selon la différenciation cellulaire, oui, le nucléole, vous savez, c'est un petit organite à l'intérieur, comme il est montré ici, du noyau, à l'intérieur du noyau, mais lorsque la cellule elle est engagée dans des synthèses, je sais pas, de protéines ou d'autres pour assurer une fonction précise. Le nucléole, elle est là, elle peut être beaucoup plus active parce que c'est à ce niveau qu'il y a formation donc des ARN ribosomiques, il y a formation des ribosomes, etc. pour faire la traduction et ainsi de suite. Donc, il me semble qu'il faut retenir quand même la proposition A. La taille du nucléole varie selon la différenciation cellulaire. Elle est présente pendant la mitose. Pendant la mitose, je ne pense pas, elle va disparaître. C'est le lieu d'élaboration des sous-unités ribosomales. Oui, oui, c'est à retenir. L'activité cellulaire n'a aucune influence sur la taille du nucléole. C'est faux, c'est à éliminer. Lorsque l'activité cellulaire est élevée, on doit aller dans le sens une nucléole qui est beaucoup plus grand, qui est beaucoup plus actif aussi. Donc, s'il faut retenir une question pour une réponse pour la question 28, il faut retenir la question A et il faut retenir la question C aussi. La taille du nucléole varie selon la différenciation cellulaire, c'est le lieu d'élaboration des sous-unités. On passe maintenant à la question 29. Le réticulum endoplasmique intervient dans, le réticulum endoplasmique, vous le savez, dans, opposition A, la synthèse des protéines sécrétées, la synthèse des protéines sécrétées, ah oui, synthèse des protéines, le réticulum endoplasmique, vous le savez, la N-glycosylation des protéines, ah oui, la N-glycosylation, vous savez, glycosylation, lorsque des motifs de sucre se fixent sur des protéines, c'est-à-dire des acides aminés asparagines, n'est-ce pas? Et la conformation spatiale des protéines, le réticulum, oui, la conformation spatiale des protéines, c'est un peu la structure tertiaire des protéines, le repliement en quelque sorte, le réticulum endoplasmique y participe, le tri des protéines, peut-être un tout petit peu, mais je pensais la faire surtout du Golgi trans particulier. Donc, s'il faut retenir des réponses pour la question 29, il faut retenir la A, il faut retenir la B, il faut retenir aussi la C. A, B, C pour le question numéro 9. Passe maintenant à la question numéro 30, l'appareil de Golgi. Cette fois-ci, l'appareil de Golgi, vous savez, c'est quelque chose qui existe à ce niveau-là, au niveau cellulaire, après le réticulum endoplasmique rugueux. Euh, alors, l'appareil de Golgi euh, ne fait pas partie du système endomembranaire, c'est faux. Il appartient au système endomembranaire, vous savez, c'est tous les organites qui ont une membrane ou formés par des membranes qui partent du noyau, la membrane externe, et qui vont en continuité pour former le réticulum endoplasmique, le, le Golgi et les autres, si vous voulez, vésicules qui sont à côté. On ne va pas rentrer dans le détail. Donc,
ne fait pas partie du système. Non, il fait partie du système. Le A, donc, c'est à rejeter. Il joue le rôle de la maturation des protéines RER, réticulum endoplasmique rugueux, oui, il joue. Et puis après, joue le rôle dans le renouvellement de la membrane plasmique, oui. La membrane plasmique, euh, si vous voulez, qui existe au niveau de Golgi, il peut continuer jusqu'à vraiment constituer la membrane plasmique, aller vers la membrane plasmique petit à petit. Et puis après, dès la proposition D, on peut retenir C. Et puis la proposition D intervient dans la synthèse des stéroïdes. Non, 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 pas du tout. C'est l'affaire si vous voulez, du réticulum endoplasmique lisse, pas rugueux. Donc D, c'est pas éliminé. Donc s'il y a des réponses à donner pour la question 30, c'est le B, c'est ça, joue un rôle dans la maturation des protéines, l'appareil de Golgi. C'est aussi le C, n'est-ce pas? Et ma foi, intervient dans la synthèse du stéroïde, non, c'est à éliminer. La question numéro 31, les lysosomes cette fois-ci. Les lysosomes, proposition A, c'est contiennent des hydrolases acides. Ah oui, ils contiennent des hydrolases acides vraiment, c'est un pH de 5 à peu près, environ de 5. Ils sont très présents au niveau des hématies, pas du tout. Il n'y en a pas, si vous voulez, de lysosome au niveau des hématies. Regardez les détails dans le site d'Aquin. Après avoir passé ce concours, regardez les détails, si vous voulez, qui donnent beaucoup plus de précision. Et puis après, ils contiennent des ATPases à protons. Oui, on peut retenir C parce que il y a des protons. Lorsqu'il y a beaucoup plus de protons H+, il augmente le pH, moins diminue le pH. Donc, il y a une affaire de pH acide à maintenir ici. Donc, contient des ATPases à protons, sont riches en lipides. Sont riches en lipides, c'est à discuter, mais je ne le pense pas que c'est une spécificité. Donc, s'il faut retenir comme réponse pour la question 31, c'est contient des hydrolases acides, n'est-ce pas? C'est A pour 31. Et puis aussi contient des ATPases à protons. Passons maintenant à la question 32 qui concerne cette fois-ci l'expression d'une protéine à partir de l'ADN génomique. L'expression d'une protéine ici, ça part du noyau de l'ADN évidemment, ça part de l'ARN messager, ARN messager qui traverse la membrane, qui va vers le cytoplasme, les ribosomes, et puis après on fabrique une protéine à partir de cet ARN messager. ARN messager. C'est pas ARN ribosomique, c'est ARN messager. En deux, l'expression d'une protéine à partir de l'ADN génomique a, c'est requiert la transcription d'un gène, évidemment. Il faut transcrire un gène, passer d'un ADN à l'ARN, l'ARN qui va devenir ARN messager. Cette expression des protéines, elle est spécifique des cellules eucaryotes. Non, non, elle n'est pas spécifique des cellules eucaryotes. Elle peut exister chez les prokaryotes aussi. Nécessite la traduction d'ARN ribosomal ARNR. Ce n'est pas l'ARNR, c'est l'ARN messager, ARN petit m. Donc, c'est à éliminer. Il nécessite la maturation du transcrit primaire en ARN messager. Oui, il faut, vous savez, lorsqu'on fait la transcription, généralement, l'ADN qui devient ARN, mais il va refléter tout ce qui concerne les introns et les exons. Et pour faire de l'ARN messager mature, et qui va donner des protéines, il faut éliminer tout ce qui concerne un tout petit peu les introns, de façon qu'il ne reste que les exons collés les uns aux autres. Donc, s'il y a une réponse à retenir au niveau de la proposition 32, ça ne peut être que le A, et ça ne peut être aussi que le D, nécessite la maturation. Hein. On passe de l'ARN pré-messager hein, au ARN ma qabla rasoul, et puis ARN messager au ARN rasoul. La question 32, c'est la mitochondrie. La mitochondrie. La mitochondrie, 33 plutôt, la mitochondrie assure la fonction d'homéostasie du fer. Non, pas du tout, pas du tout. Euh, la mitochondrie participe à la synthèse des hormones stéroïdes en collaboration avec l'appareil de Golgi.
Non, non, pas du tout, pas d'appareil de Golgi, c'est surtout l'affaire de réticulum endoplasmique lisse, intervient dans le contrôle de la concentration cytosolique en calcium. Ça, c'est à discuter. Il y a beaucoup d'études qui euh, confirment ceci. On peut retenir c'est oui, bien sûr. Et puis après, on elle est présente, cette mitochondrie, en nombre fixe dans toutes les cellules. Non, non, il y a certaines cellules qui contiennent beaucoup plus de mitochondries que d'autres, voir le détail une fois passé le concours dans le site Queen, évidemment. Alors, s'il faut retenir une réponse pour la question 33, il faut retenir le C, intervient dans le contrôle, et pas d'autres. D'autres, ils restent douteuses quand même. Sinon, demandez des explications concernant ces questions lors de votre question aux gens qui organisateurs, en quelque sorte. La question 34, la dernière, lors de la mitose. La mitose, vous savez, la mitose, la schématiser ici, ça passe par l'interface où il y a préparation à la mitose. La mitose, elle est là. Amrei Mubashir, Soukoun, n'est-ce pas? Il y a des phases, des gaps, des phases G1, des phases S, des phases G2, etc. Phase G1, phase G2 qui entourent la phase S. Puis, phase G1, on passe à la mitose. Donc, il y a un événement de synthèse de l'ADN ici, S. Il y a un phénomène, un événement de la division cellulaire, de la mitose. Et entre les deux, il y a, ou avant les deux, chacune des étapes, il y a le G1 avant S, il y a le G2 avant M. N'est-ce pas? La phase G1 correspond à une phase de décision pour la cellule. Je suppose que c'est à retenir la phase G1, c'est ici. La cellule se prépare à la synthèse, la réplication de l'ADN. Il faut pas, il faut vraiment vérifier des signaux ici de réplication. Si c'est pas bon, il faut arrêter carrément la réplication, la synthèse de l'ADN s'il y a des erreurs dedans ou je sais pas. Et puis après, donc c'est à retenir là. Pendant la phase G1, la cellule reconstitue ses réserves, Non, ce n'est pas tout cela, c'est une phase de croissance, growth. Pendant la phase G2, la cellule transcrit l'ARN. Là aussi, c'est la phase croissance G2 ici. C'est quelque chose qui prépare la mitose. La phase G2 correspond à une phase d'attente et de contrôle. Je rajoute ici peut-être pour la multiplication la phase M. Donc moi je propose de retenir le A, je propose aussi de retenir le D.